Bonsoir à tous. Je m'appelle Luisa Mignacci Di Leo. Je suis coordonnatrice de la Fondation canadienne de la maladie polycystique rénale. Mon chapitre est ici à Montréal, au Québec. Euh, Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître avec respect les territoires traditionnels cédés et non cédés des peuples autochtones de l'île de la Tortue, sur lesquels que les peuples colonisateurs appellent aujourd'hui le Canada. Nous sommes profondément reconnaissantes de pouvoir vivre, travailler et apprendre sur ces terres qui ont été protégées et honorées par les peuples autochtones depuis des milliers d'années. Nous honorons le lien durable entre les peuples autochtones et leurs territoires traditionnels. Nous reconnaissons l'importance d'apprendre de leurs histoires, de respecter leur culture et de mettre en lumière leurs contributions passées et présentes. Nous reconnaissons également le besoin humble et urgent de reconstruire des relations sincères et honorables, ce qui inclut la défense de la co-création des systèmes de santé culturellement sécuritaires, de la réduction des inégalités en santé entre les populations autochtones et non autochtones et de l'intégration du mieux-être autochtone dans tous les aspects des soins et santé rénale. La Fondation canadienne de la maladie polykystose rénale est la seule organisation nationale au Canada dédiée exclusivement à la lutte contre la MPR par la recherche, la sensibilisation, l'éducation et le soutien. Notre sujet de ce soir porte sur la nutrition et la maladie polykystique des reins. Et cette année, Roxane Papineau présentera aussi certains contenus tirés de notre nouveau livre de recettes axé sur la MPR qui s'appelle Pour l'amour de vos reins 2. Il y aura une période de questions et réponses à la fin de la présentation et n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment, soit dans la section questions et réponses ou soit dans le clavardage que vous verrez sur votre écran. Nous essaierons d'y répondre pendant la période dédiée. Ce webinaire est aussi enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochaines semaines. Donc, je vous présente maintenant notre conférencière, Roxane Papineau. Merci d'être avec nous ce soir, Roxane. On apprécie toujours toutes tes informations et j'ai hâte à vous écouter et à voir les questions plus tard. Merci. Ça me fait plaisir d'être là ce soir. La maladie rénale polykystique, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je travaille en nutrition rénale comme nutritionniste depuis maintenant 20 ans. Donc 20 ans de travail avec l'alimentation pour les reins. Et j'ai moi-même une sœur là qui est atteinte d'une forme sévère de la maladie rénale polykystique qui a été greffée avec une belle réussite l'an dernier. Donc, je suis toujours au fait des plus récentes là, recommandations en matière de santé rénale. Donc, ce soir, je vais vous parler, oui, de l'alimentation, les recommandations pour la maladie rénale polykystique, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, mais je vais également vous présenter avec un grand plaisir le contenu en bref du nouveau livret pour l'amour de vos reins qui est axé sur la planification, l'adaptation des recettes et pour savourer les repas qui sont adaptés à la maladie rénale polykystique.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le premier livret qui a été publié en ligne et sous forme physique pour l'amour de vos reins, c'était un premier ouvrage qui permettait aux gens avec la maladie rénale polykystique d'avoir des recommandations qui sont vraiment axées sur leur maladie et non pas seulement sur l'insuffisance rénale. On a récidivé avec grand plaisir avec Pour l'amour de vos reins 2 et il sera disponible, soyez à l'affût dans les prochaines semaines. Je débute quand même par vous parler un petit peu de la maladie et du rôle de l'alimentation parce que souvent les webinaires sont pas seulement écoutés par des patients, mais des fois par des proches qui veulent comprendre la maladie. Donc, vous savez que la maladie rénale polykystique, c'est une maladie qui est génétique, qui entraîne des kystes sur les reins, qui vont faire augmenter le volume des reins, parfois de façon très significative, et causer principalement de l'hypertension artérielle, mais aussi des calculs rénaux, des infections urinaires et évidemment un risque élevé d'insuffisance rénale. L'alimentation, autrefois, on l'adaptait en fonction du niveau d'insuffisance rénale, mais maintenant, on connaît mieux les mécanismes associés à la progression de la maladie et on a, à l'aide là, des nouvelles recherches dans les dernières années, on a découvert une hormone qui est la vasopressine, qui est associée à la croissance des kystes. Puis comment l'alimentation peut influencer cette hormone-là? Eh bien, c'est une hormone qui réagit à la déshydratation. C'est une hormone qui nous empêche d'être déshydraté si on est pris dans le désert. Donc, il faut faire tout en notre pouvoir avec l'alimentation pour que notre corps ne se sente pas déshydraté. Donc, c'est ce qu'on appelle une alimentation hypoosmolaire. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, pour ne pas être déshydraté, ne pas donner l'impression à notre corps d'être déshydraté, premièrement, il faut boire beaucoup. Donc, il faut tenter de diluer l'urine. Il faut aussi contrôler le sodium qui a un impact sur la pression artérielle, mais également sur la concentration de l'urine. On essaie également de limiter les protéines animales en les remplaçant le plus possible par des protéines végétales qui causent moins d'accumulation de déchets également dans l'urine. Et on essaie évidemment d'avoir un bon choix de glucides en limitant les sources de sucre concentré. Donc, l'hydratation, c'est vraiment la première ligne de défense pour la maladie rénale polykystique. Certaines personnes aux prises avec la maladie ont accès à une médication qui, elle, va bloquer directement la vasopressine et souvent, on va avoir une soif importante, donc c'est plus facile de penser à boire. Mais pour d'autres, c'est plus difficile de prendre l'habitude de boire beaucoup d'eau. L'idée, c'est vraiment d'avoir une urine le plus diluée possible, une urine qui est pâle. Donc, il faut boire pour compenser, dans le fond, les pertes dans la journée. Donc, on boit à chaque fois qu'on mange, on boit à chaque fois qu'on fait du sport, on boit quand on a soif, on boit quand notre urine elle est concentrée. Donc, l'idée, c'est d'avoir idéalement toujours une bouteille à la main pour penser de boire davantage. Pour ceux qui ont de la difficulté à boire de l'eau, on peut aussi ajouter plusieurs ingrédients pour aromatiser l'eau, comme des agrumes, du gingembre, de la menthe. D'ailleurs, on en parle dans le premier fascicule de Pour l'amour de vos reins. Pour ce qui est du café, je me fais souvent poser la question, on peut consommer du café sans problème, mais on recommande de limiter, comme pour tout la population, là, d'éviter les excès de caféine, donc de limiter environ 2 cafés par jour et consommer l'alcool avec modération. Par rapport au sodium, tout le monde sait que le sodium est mauvais pour la santé, en particulier pour les gens qui ont des maladies cardiovasculaires ou des maladies rénales. Et avec la maladie rénale polykystique, l'hypertension est présente là, dans presque 50 à 70 des cas.
Et cette hypertension-là est associée à la progression de la maladie. C'est la raison pour laquelle la recommandation de limiter le sodium est très importante. Mais il faut savoir que la recommandation n'est pas si sévère parce qu'en fait, on recommande de consommer la même quantité que l'apport maximal pour tous les Canadiens. Donc, tous les Canadiens devraient tenter de limiter l'apport en sodium à moins de 2300 mg par jour. Pour y arriver, on n'a pas à calculer ce qu'on mange dans la journée. Hein. C'est pas quelque chose d'intéressant d'avoir à calculer ce qu'on mange. Tout se passe à l'épicerie lorsqu'on fait des choix en achetant nos produits. Donc, c'est de lire les étiquettes, de regarder la teneur en sodium et avec le nouvel étiquetage, on sait maintenant que 5% c'est peu, 15% c'est beaucoup. Donc, lorsqu'on choisit des produits, on essaie de viser le plus possible des produits qui ont 5% et moins de la valeur quotidienne. Évidemment, une autre grosse partie du sodium vient des repas qui sont consommés à l'extérieur de la maison. Donc, soit au restaurant, soit dans les cafétérias. Donc, ces aliments-là, souvent, sont beaucoup plus salés que les mêmes mets qu'on ferait à la maison. C'est la même chose pour les aliments très transformés qu'on achète à l'épicerie. Pour ce qui est du sel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la salière est responsable d'à peu près 10% des apports en sel d'une journée. Donc, souvent, les gens pensent qu'en n'utilisant pas du tout la salière, elles ont une alimentation qui est faible en sel, mais ce n'est pas le cas. Donc, lorsqu'on regarde le sel sur les étiquettes, on peut vraiment réduire le sodium, mais le fait de limiter la salière nous permet de se désensibiliser au goût du sel. Donc, ça devient de plus en plus facile de contrôler notre apport en sodium. On peut utiliser toutes sortes d'épices, de fines herbes, d'ingrédients pour assaisonner sans ajouter de sel. Mes préférés là, sont souvent la poudre d'ail, la poudre d'oignon qu'on a tous à la maison, mais on peut utiliser toutes sortes d'épices qu'on a dans le garde-manger. Il y a des assaisonnements sans sel qui existent également, qui sont déjà tout prêts, mais attention, il faut éviter tous les assaisonnements sans sel qui sont à base de chlorure de potassium, comme le faux sel, le no salt en particulier. Les protéines. On sait que d'avoir trop de protéines dans l'alimentation peut avoir un impact négatif sur les reins parce que les protéines créent beaucoup de déchets lors de la digestion et c'est les reins qui sont responsables d'éliminer les déchets. Les protéines animales sont les protéines qui créent le plus de déchets. Donc, c'est vraiment celles qui sont les plus à contrôler. Les protéines végétales, quant à elles, ont un effet moins néfaste sur les reins, génèrent moins de déchets et souvent, ils apportent des éléments nutritifs qui sont bénéfiques à la santé rénale. Pour intégrer les protéines végétales, il y a plusieurs choix. On peut commencer par une qui nous semble la plus facile et essayer d'autres protéines végétales au fil du temps. Les légumineuses sont souvent les plus populaires parce qu'on peut les ajouter facilement, soit dans les salades, dans les soupes. On n'est pas obligé là, de passer des heures à les faire cuire. On peut maintenant trouver facilement des légumineuses en conserve sans sel ajouté. Par la suite, on a les produits à base de soya, dont le tofu et le tempeh. Donc, c'est des protéines très polyvalentes qu'on peut ajouter pour remplacer une partie ou la totalité de la viande. Et sachez que c'est des ingrédients qui peuvent très bien être congelés. Donc, quand on veut l'essayer en petite quantité, il n'y a aucun problème. Et celle qu'on oublie parfois, c'est les noix, les graines. Donc, on a l'habitude peut-être d'en prendre surtout en collation, mais les noix et les graines peuvent être utilisées comme source de protéines au repas. Le quatrième pilier, ce sont les glucides. Souvent, les gens attribuent une mauvaise note aux glucides parce que dans le fond, les gens pensent que tous les glucides sont mauvais pour la santé.
Pourtant, c'est pas du tout le cas. Les glucides, c'est la principale source d'énergie du corps et le cerveau utilise les glucides, les muscles également. Il faut faire la distinction entre les types de glucides parce qu'effectivement, certains ont des effets néfastes sur la santé. On distingue les glucides qui proviennent des grains entiers, les glucides qui proviennent des grains raffinés et les sucres ajoutés. Donc, les glucides à éviter sont beaucoup les glucides raffinés et les sucres ajoutés qui ont un effet négatif sur la glycémie, entre autres. Par contre, les glucides non transformés, ce qu'on appelle les grains entiers, ont une teneur très élevée en vitamines et minéraux et surtout en fibres. Et l'apport en fibres permet de limiter la glycémie après un repas. Donc, on essaie vraiment de choisir des produits plus riches en fibres. Et lorsqu'on regarde les produits sur les étiquettes, on essaie de prendre des produits qui ont moins de 5 de la valeur quotidienne en sucre. On retrouve des fibres également dans les légumes. Donc, le fait d'utiliser beaucoup de légumes dans l'assiette aide beaucoup. Prendre des fruits à la place des jus. Donc, on a tous les bénéfices des fibres des fruits sans voir le défaut du sucre du jus, parce que même si c'est du jus naturel, c'est quand même une source de sucre rapide. Donc, comment on fait pour intégrer toutes ces recommandations-là par rapport au sodium, aux protéines, aux liquides, aux glucides? Lorsqu'on a à vivre avec des restrictions ou un plan d'alimentation en particulier, la planification demeure vraiment la meilleure façon d'y arriver. C'est beaucoup plus facile d'intégrer des protéines végétales si on l'a prévu au menu. Mon truc à moi, parce que la semaine à la maison, on ne mange pas de viande, donc on mange que des repas végétariens, bien souvent, on a un type de protéines végétales à tous les soirs de différents. Donc, ça pourrait être un soir des légumineuses, un autre soir du tofu, un autre soir un riz frit avec des noix de cajou. Un autre soir, ça pourrait être des pâtes à grains entiers avec une sauce aux légumes. Donc, on peut à ce moment-là créer un menu de la semaine qui est très, très varié en utilisant des protéines végétales ou des substituts de viande. Même chose pour le sodium. Si on a planifié nos repas, il y a moins de chances qu'on achète des mets tout prêts à l'épicerie qui sont riches en sodium ou qu'on finisse au restaurant ou faire livrer des aliments qui sont évidemment beaucoup plus salés. Avant de planifier, il faut faire le marché, il faut faire l'épicerie. Donc, je me suis permis de vous mettre un petit rappel sur comment faire des bons choix à l'épicerie. Donc, évidemment, la lecture des étiquettes, c'est indispensable. J'en ai parlé pour le sodium, j'en ai parlé pour le sucre, mais ça peut aussi nous aider à faire un bon choix pour plusieurs autres éléments nutritifs. Par exemple, souvent, on se soucie des mauvais gras, donc les gras saturés et les gras trans. Donc, encore une fois, comme c'est quelque chose qu'on cherche à limiter, on va chercher à avoir un maximum de 5 de la valeur quotidienne. Concernant les fibres, ben c'est l'inverse. Plus il y en a, mieux c'est. Le gros minimum, c'est d'avoir au moins 2 grammes de fibres par portion. Donc, si je suis devant, par exemple, les pains, les craquelins, les pâtes ou autres produits céréaliers, je vais rechercher les produits qui ont au moins 2 grammes de fibres. Mais évidemment, si j'ai 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, 10 grammes, ben, on va avoir un bénéfice qui est supplémentaire. Concernant le phosphore et le potassium, souvent, je me fais poser des questions sur comment choisir les produits à l'épicerie par rapport au phosphore et au potassium. Au niveau du phosphore, le phosphore n'est pas obligatoire sur le tableau de valeur nutritive. C'est la raison pour laquelle parfois vous allez le retrouver et d'autres fois vous n'allez pas le voir. Et il faut savoir que le pourcentage, quand il est écrit, dans le fond, c'est un pourcentage qui ne tient pas compte de la biodisponibilité. Qu'est-ce que c'est la biodisponibilité?
En fait, c'est de savoir est-ce que le phosphore que je vais manger va être bien absorbé ou pas par mon corps et est-ce qu'il va avoir un impact ou pas sur mon taux sanguin. Parce qu'on sait depuis plusieurs années maintenant que le phosphore qui est contenu dans les produits végétaux, comme les grains entiers, les légumineuses, les noix, est très peu absorbé par le corps, donc n'aura pas d'impact négatif sur le taux de phosphore dans le sang. À l'inverse, si on prend du phosphore en grande quantité provenant des protéines animales, des produits laitiers, ça va être beaucoup plus absorbé. Mais le pire, ce qui est à éviter, c'est vraiment les additifs de phosphore qui sont absorbés à 100%. Donc, quand on regarde pour le phosphore, ce n'est pas le tableau avec les pourcentages qu'il faut regarder, mais bien la liste d'ingrédients. Et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'ingrédients contenant le mot phos. Phosphate, phosphite, phosphorique. Parce que le phosphore en excès est mauvais pour tout le monde, pas simplement en insuffisance rénale ou en maladie rénale. Concernant le potassium, ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais le potassium est bénéfique pour la santé rénale. Le potassium a l'effet inverse du sodium sur la santé et la plupart des Canadiens consomment pas assez de potassium dans la journée. Les gens pensent qu'avec une maladie rénale, on doit réduire le potassium. C'est pas du tout le cas. En fait, il y a simplement les gens qui ont un taux de potassium trop élevé dans le sang qui doivent faire attention à certains éléments dans l'alimentation. Mais contrairement à ce qu'on pensait autrefois, le potassium dans les fruits, les légumes, les légumineuses, les végétaux non transformés une fois de plus, est peu absorbé par le corps à cause d'une faible biodisponibilité, tout comme le phosphore. Donc, il n'y a pas d'impact sur le taux sanguin de potassium lorsqu'on mange, par exemple, des fruits, des légumes, des tomates, des bananes, etc. Le potassium dans les protéines animales, lui, est davantage absorbé. Donc, une fois de plus, le fait de limiter les protéines animales permet de diminuer les déchets, mais aussi le phosphore et le potassium très absorbés. Et en tête de liste, encore une fois, c'est les additifs de potassium. Les additifs de potassium sont absorbés à 100%. Donc, lorsqu'on a une limite en potassium, il ne faut pas se fier au pourcentage dans le tableau de valeur nutritive parce que ça ne nous dira pas si c'est du bon potassium ou des additifs. Donc, pour le potassium, pour le phosphore, la règle d'or, c'est de regarder la liste des ingrédients et éviter les aliments qui ont des additifs de potassium et les additifs de phosphore, mais il ne faut pas avoir peur de la quantité et du pourcentage de potassium dans le tableau, surtout si c'est un aliment peu transformé, comme par exemple des légumineuses, un pain à grains entiers, etc. Donc, un coup qu'on a appris à lire les étiquettes, il faut maintenant bâtir un garde-manger qui est adapté à la maladie rénale polycystique. Le garde-manger, dans le fond, c'est le cœur de la cuisine. On dit garde-manger, mais ça inclut ce qu'on a dans l'armoire, dans le réfrigérateur, dans le congélateur. Puis, la clé pour cuisiner des repas qui sont adaptés, c'est d'avoir des bons ingrédients de base. Donc, comme on disait, les grains, les féculents, dans le fond, on va rechercher des produits idéalement à grains entiers. Donc, l'orge, par exemple, qu'on pourrait mettre dans la soupe au lieu de mettre des petites pâtes blanches. Le riz brun au lieu de prendre du riz blanc. Puis sachez que le riz brun est disponible en version rapide à cuire au micro-ondes sans additifs. Donc, pour les gens qui sont seuls, pour les gens qui sont pressés, l'important encore là, quand on achète du riz prêt à servir, c'est de regarder s'il y a une présence de sodium élevée ou s'il y a des ingrédients, des additifs. Mais plusieurs produits sont disponibles sans aucun sodium, prêts à servir. Il y a le quinoa aussi, qui est moins populaire, mais qui peut être une belle alternative pour faire changement à la place du riz.
Évidemment, les pains à grains entiers, mais également les craquelins à grains entiers. La plupart des craquelins on achète à l'épicerie, même si sont écrits multigrains, vont souvent être raffinés, avoir 0 ou 1 gramme de fibres. Donc, l'important, c'est pas le mot grain entier sur l'emballage, mais vraiment de vérifier que nos craquelins ont vraiment 2 grammes et plus de fibres par portion. Les pâtes à grains entiers également. Donc, il y a plusieurs types de pâtes à grains entiers maintenant, des pâtes multigrains, des pâtes grains anciens, des pâtes de blé entier. Donc, il y en a plusieurs types de goûts, plusieurs marques aussi. Donc, c'est vraiment d'essayer pour trouver celle que l'on préfère. Et évidemment, tout ce qui est à base d'avoine, flocons d'avoine, céréales d'avoine, c'est vraiment des produits avec une belle qualité de fibres, des fibres qu'on appelle solubles, des fibres qui aident à baisser le taux de sucre et baisser le taux de cholestérol dans le sang. Dans le garde-manger, on va également avoir une belle réserve de protéines végétales parce que pour en manger, il faut en avoir. Donc, au niveau des légumineuses et lentilles, c'est disponible sec, mais évidemment, en conserve, sans sel ajouté, c'est quand même très pratique pour les repas pressés. Le tofu, le tempeh, qu'on peut, comme je vous disais, conserver au congélateur sans problème. Une grande variété de noix, de graines non salées, des beurres d'arachide, des beurres de noix. Donc, ce sont tous des ingrédients faciles à utiliser. Pour ce qui est des fines herbes, des épices, on a tous nos petites préférences. Sachez que pour rehausser la saveur, on peut aussi utiliser des bouillons sans sel pour faire cuire nos légumes, par exemple, des vinaigres aromatisés. Donc maintenant, on a des vinaigres de framboise, des vinaigres balsamiques. On peut avoir des vinaigres de toutes sortes d'aromates. Même chose pour les huiles. Il existe de l'huile à l'ail, de l'huile au citron, de l'huile au basilic. Donc, ça peut donner beaucoup de goût sur les aliments. Pour ce qui est de la fameuse sauce soya, donc évidemment, la sauce soya, c'est l'ingrédient champion pour le sel. Et la sauce soya à teneur réduite en sodium est quand même très salée. Donc, il faut l'utiliser avec parcimonie. Mais sachez qu'il existe des substituts de soya à base d'aminosydes de noix de coco, facile à trouver en épicerie maintenant. Donc, ça va être écrit substitut de sauce soya et au lieu d'être du soya fermenté, c'est du coco fermenté. Et ça ne goûte pas la noix de coco, mais c'est un bon substitut qui va contenir là, souvent 80% moins de sodium que la sauce soya. Et évidemment, on remplit le réfrigérateur et le congélateur de fruits et de légumes frais ou surgelés. Donc, les fruits surgelés, c'est quand même très pratique quand on est hors saison. Et au lieu d'acheter, par exemple, des salades de fruits en boîte, on peut prendre des salades de fruits surgelées qu'on laisse dégeler. On va avoir toutes les vitamines et minéraux, contrairement aux petites salades de fruits en boîte qui ont été pasteurisées à très haute température et qui ont baigné dans un jus très longtemps. Donc, les fruits et légumes surgelés sont une belle qualité, parfois plus frais que les frais. Donc, pour planifier, on peut aussi utiliser des trucs ingénieux. Par exemple, pour ce qui est des aliments qui sont plus longs à cuire, on peut en faire des plus grosses quantités pour l'utiliser durant la semaine ou encore en congeler en portions. Meilleur exemple, c'est par exemple le riz brun, les légumineuses qu'on veut cuire. Donc, on peut faire des grandes quantités et les congeler. Certains vont utiliser une semaine un peu plus de quinoa, une autre semaine un peu plus de riz brun, mais tout ce qui est sauce, bouillon, on peut en faire à l'avance pour éviter d'avoir à acheter des produits du commerce. Donc, quand on a les ingrédients de base, c'est vraiment plus rapide pour concocter un repas équilibré à la maison. On veut aussi, et la planification sert aussi à économiser. Donc, économiser, ça veut dire moins jeter d'aliments qui sont périmés, moins jeter d'aliments, de restes d'aliments. Donc, premièrement, on va regarder ce qu'on a dans le frigo avant de racheter d'autres produits pour justement utiliser les restes. Et souvent, ça va nous donner de l'inspiration aussi.
Par exemple, si je vois dans mon réfrigérateur que j'ai un restant, je sais pas moi, de choux, ben avant de racheter d'autres légumes, ben je vais dire qu'est-ce que je pourrais faire avec mon chou. Donc à ce moment-là, on part de l'ingrédient qu'on a à passer et on se laisse inspirer. Au lieu d'avoir de choisir une recette puis d'avoir à aller acheter tous les ingrédients pour faire la recette, on essaie de faire avec ce qu'on a à la maison. Et lorsqu'on fait des grandes quantités, on peut utiliser les restes d'une autre façon. Donc, si on veut pas remanger la même chose, on peut réinventer les restes. Par exemple, si on a un restant de riz, un restant de quinoa, ben, on peut en faire une salade le lendemain. Même chose si on a un restant de légumes, comme des légumes rôtis, on peut les ajouter en soupe. On peut faire des pâtes aux légumes rôtis. On pourrait même les mettre en purée pour faire une trempette. Même chose avec les restants de légumineuses qu'on peut ajouter en salade, en soupe ou encore faire des tartinades comme de l'hummus. Et pour réussir à justement réutiliser les restes, ne pas jeter d'aliments périmés, mais c'est important de faire une certaine rotation. Donc, même si on va à l'épicerie, qu'on achète des produits, on s'assure que de passer en premier les aliments qui sont rentrés en premier. Donc, premier entrée, premier sorti, c'est la règle d'or. Donc, même si on a acheté des nouveaux légumes, on va passer ceux qu'on a avant. Même chose dans le garde-manger. Donc, c'est une façon de planifier pour mieux manger, mais de planifier également pour économiser. Ici, je vous ai mis un petit aperçu d'un exemple de 7 jours de repas adaptés que vous allez retrouver dans le petit fascicule pour l'amour de vos reins 2. Beaucoup de recettes vont provenir soit de la première édition de l'amour pour vos reins, d'autres sont tirées de mon livre de recettes santé rénale là, qui a été publié maintenant depuis de 4 ans. Donc, en planifiant comme ça, on peut justement s'assurer d'avoir une grande variété au menu durant la semaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également modifier les recettes. Donc, si vous trouvez une recette, par exemple, mais que vous n'aimez pas tel légume ou tel grain, mais c'est très facile de substituer. Par exemple, au lieu de mettre du quinoa dans une recette, je pourrais décider de mettre du couscous de blé entier si j'aime pas le quinoa. Même chose si une recette a, par exemple, du brocoli, puis que moi, j'aime pas le brocoli, ben, on peut l'adapter. Donc, on peut choisir en fonction de ses goûts. Adapter, ben, c'est aussi adapter les ingrédients qu'on avait l'habitude de prendre, adapter les recettes aussi plus traditionnelles qui sont peut-être pas parfaites au niveau nutritionnel pour nos besoins. Donc, adapter les ingrédients, par exemple, les charcuteries. On sait que c'est très salé. Souvent, c'est un bon dépanneur pour les lunchs, mais on peut avoir d'autres types de protéines pour faire des sandwichs. Par exemple, si on a un restant de poulet, un restant de viande qu'on peut trancher froid pour faire justement une sandwich. Si on a un restant de poisson qu'on peut mettre avec un peu de mayonnaise pour faire une tartinade. Donc, on peut faire des garnitures à sandwich maison au lieu d'en acheter tout fait. La sauce soya, comme je vous disais, il existe des substituts, mais même chose pour les sauces du commerce, les vinaigrettes. Souvent, c'est des choses comme les vinaigrettes qui sont quand même très faciles à faire maison. Donc, un ingrédient acide, que ce soit un jus de citron, par exemple, ou un vinaigre. Un ingrédient de matière grasse, que ce soit une mayonnaise ou une huile. Ça peut être une huile aromatisée. Et moi, j'aime bien mettre un petit ingrédient sucré comme un petit peu de miel ou de sirop d'érable en petite quantité dans ma vinaigrette. Et par la suite, on ajoute là n'importe quel aromate. Donc, ça pourrait être des fines herbes, ça pourrait être, par exemple, des différents poivres, ça pourrait être de l'ail, du curry. Donc, on peut vraiment faire des vinaigrettes maison en ayant toujours la même base.
Pour ce qui est des sauces, il existe maintenant des sauces qui sont plus faibles en sodium, qui ont des beaux ingrédients, des ingrédients simples. Donc, il faut vraiment juste prendre le temps de fouiller. Et souvent, les aliments les moins transformés dans les produits comme les sauces, c'est souvent ceux qui viennent de tout près. Donc, des produits là, qui sont faits localement. Pour ce qui est des repas, donc on peut transformer, par exemple, nos repas traditionnels en repas adaptés qui seraient peut-être moins salés, moins riches en protéines animales. Par exemple, pour les pâtes, ben, on pourrait justement prendre des pâtes à grains entiers, changer notre sauce en utilisant des ingrédients comme des tomates en boîte sans sel ajouté. On pourrait même ajouter peut-être une protéine végétale dans la sauce pour diminuer la quantité de viande. Même chose pour le chili, hein. Le chili, c'est souvent beaucoup de viande avec très peu de légumes, un petit peu de légumineuses parfois. Mais on peut faire un chili justement qui serait 100% végétarien, puis ajouter d'autres légumes, plus de poivrons, plus de légumes pour transformer le chili qui a la même saveur, mais beaucoup plus nutritif. La fameuse pizza. Hein, la pizza, souvent, il y a du sel dans la croûte, du sel dans la sauce, du sel dans le pepperoni, du sel dans le fromage et parfois du sel dans ce qui est ajouté par-dessus. Donc, on peut faire la pizza à maison. Le meilleur ingrédient pour la croûte, ça reste le pain pita de grain entier. Le pain pita se tient quand même bien et il y a très, très peu de sodium dans le pain pita. On peut mettre une sauce tomate maison qu'on va avoir aromatisée. On pourrait mettre un peu de pesto maison. Donc, on peut aussi trouver des sauces qui sont vraiment faibles en sodium. Et comme fromage, on peut utiliser des fromages moins salés comme par exemple tout ce qui est Jasberg et mental. Sinon, ça pourrait être des petites boules de bocconcini, hein. Le bocconcini contient pratiquement pas de sodium. Ça pourrait être du fromage de chèvre également. Et comme il y a déjà du fromage sur une pizza, ben pas besoin d'ajouter une autre protéine animale. Puis pour ce qui est des hamburgers, on peut faire des hamburgers avec justement moitié viande, moitié légumineuse en purée, ou même acheter des galettes de burgers végétariens qui contiennent des bons ingrédients. Ça aussi, j'en ai trouvé beaucoup à l'épicerie. Il y a des produits qui sont très transformés, avec beaucoup d'additifs, mais il y en a d'autres qui sont vraiment faits avec des ingrédients très, très simples. Et souvent, c'est savoureux, comme ça goûte pas comme un hamburger, ça goûte autre chose de très savoureux. Dans le petit guide pour l'amour de vos reins numéro 2, vous allez retrouver des recettes qu'on a choisies pour vous. Par exemple, un granola au pacan fait maison. Donc, un granola on peut faire des grandes quantités d'avance. Puis encore là, on peut adapter les ingrédients selon son goût. Ce granola-là, vous allez voir, est très faible en sodium, est très riche en fibres. Il contient en même temps des protéines végétales et très peu de sucre ajouté parce qu'on a utilisé de la compote de pommes pour faire le granola. Donc, on peut le conserver quand même une bonne durée puis l'utiliser soit comme déjeuner ou comme collation avec un petit peu de yogourt. On a aussi pour vous une recette de boules d'énergie sans cuisson très, très, très rapide à faire qui peut également être congelée. Une fois de plus, on peut s'amuser à changer les ingrédients, par exemple de mettre du beurre d'amande au lieu du beurre d'arachide, de changer le type de noix. Donc, on peut s'amuser pour faire des boules d'énergie à différentes saveurs. Ça a l'avantage de pouvoir contenir des bonnes quantités de fibres si on ajoute des ingrédients clés comme les graines de lin, les graines de chia. On a aussi ma recette de poké au millet aux edamame. Souvent, le Pokéball, ça a l'air d'un choix santé, mais en bout de ligne, on retrouve beaucoup de sodium dans les petites sauces, mais également beaucoup de protéines. Parce que c'est pas rare qu'on va voir, par exemple, un poké avec du saumon ou du thon
en plus des edamames. Mais les edamames, c'est vraiment une protéine complète, très, très, très nourrissante. Donc, lorsqu'on fait un poké avec des edamames, on a déjà tout ce qu'il faut en termes de protéines. Et là, on peut s'amuser. Donc, moi, j'ai choisi dans ma recette d'utiliser le millet comme grain entier, mais ça pourrait être un riz brun, ça pourrait être un quinoa. Puis, on peut s'amuser à changer les légumes, changer, rajouter des fruits. Donc, on peut vraiment faire des pokés à différentes saveurs et différentes couleurs. Vous allez aussi retrouver une recette de riz brun frit au tofu et aux légumes. Donc, encore là, c'est une recette parfaite pour comme vide frigo pour passer un restant de riz également. Donc, on peut mettre n'importe quel des légumes qu'on a sous la main. Moi, j'aime bien faire mon riz frit avec des cachous, des noix de cajou. Souvent, les patients que je rencontre qui sont moins propices à essayer le tofu sont très, très enjoués à savoir de manger des cachous comme repas. Donc, on peut vraiment là, utiliser les noix comme source de protéines. Donc, c'est très, très rapide à faire comme souper, un riz frit aux légumes. Et il faut évidemment impliquer la famille parce que souvent les gens me disent oui, mais j'ai pas envie de faire un repas pour moi et un repas pour la famille. Et premièrement, il faut savoir que la maladie rénale polycystique, ça demeure une maladie génétique. On ne peut pas savoir toujours si notre enfant, nos enfants sont atteints ou pas. Donc, c'est important d'intégrer des bonnes habitudes là, vraiment dès l'enfance. Et c'est pas une diète, hein, c'est un mode d'alimentation sain. Donc, c'est quelque chose qu'on va adapter, utiliser sur le long terme aussi. Donc, il faut vraiment que ça devienne quelque chose d'ancré dans les habitudes familiales, tout comme les bonnes habitudes de vie, comme bouger, faire du sport, etc. Donc, on peut, peu importe l'âge des enfants, on peut les intégrer justement à la préparation des repas en confiant des petites tâches, parfois en leur disant de choisir quels légumes ils veulent, quel, euh, quel assaisonnement ils veulent. On peut aussi faire des recettes personnalisables, comme le Pokéball que je vous ai montré. Chacun peut mettre ce qu'il veut à l'intérieur en respectant le fait d'avoir des légumes, d'avoir des protéines. Même chose pour les tacos ou encore des wraps, des rouleaux de printemps, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment de réussir à diminuer graduellement la consommation d'aliments transformés, d'aliments salés et également de protéines animales. Et je vous rassure pour les gens qui se demandent, oui, mais moi, si je mange comme mon conjoint, est-ce que je vais être correct? Eh bien, oui, parce que ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est exactement les recommandations pour tous les Canadiens. Donc, le fameux guide alimentaire canadien. Donc, c'est vraiment de manger une abondance de fruits et de légumes, d'avoir des grains entiers comme source d'énergie, d'intégrer plus souvent des protéines végétales, d'éviter les aliments hautement transformés. Donc, ça, c'est nos aliments qui vont contenir du sodium, des additifs de phosphate, des additifs de potassium. Faire de l'eau de la boisson de choix, donc de boire de l'eau, de regarder les étiquettes des aliments. Donc, tout ça, c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui là, lors du webinaire. Donc, oui, c'est une alimentation qui peut très bien faire pour la famille et qui va bénéficier pour toute la famille. Et souvent, quand on doit apporter des modifications à son alimentation, tout dépend de où on part. Parfois, ça peut avoir l'air difficile, inatteignable, mais dites-vous que c'est, dans le fond, l'alimentation, c'est ce qui nous suit tout au long de la vie. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait du premier coup. On peut intégrer les changements
un à la fois en fonction de ce qui nous semble le plus facile. L'idée, c'est d'être constant au fil du temps. On dit tout le temps la loi du 80-20. Donc, 80% du temps, on essaie vraiment de bien faire, mais ça va arriver des fois où on n'a pas le contrôle, puis c'est bien correct quand on est invité à l'extérieur ou quand on est en voyage. Donc, on fait de notre mieux, mais c'est sûr que ça peut pas toujours être parfait. Donc, l'idée, c'est d'avoir une bonne énergie, de choisir des ingrédients de qualité. Donc, ça devrait pas être une alimentation qui est fade, qui est routinière. Au contraire, ça devrait être une alimentation qui est colorée, qui est variée. Puis, évidemment, les besoins peuvent évoluer au fil du temps. On peut avoir besoin de plus ou de moins de certains nutriments en fonction de la fonction rénale, par exemple. Donc, on peut aller chercher des ressources, des groupes de soutien, de poser des questions à nos professionnels de la santé, que ce soit la nutritionniste, que ce soit le médecin, l'infirmière. Donc, l'important, c'est de justement trouver des outils pour rendre ça plus facile. Et parlant d'outils, je vous propose des ressources pour aller chercher à la fois des recettes ou de l'information. Donc, vous avez le site Internet Oser les saveurs. Donc, Oser les saveurs qui contiennent beaucoup de recettes là, variées pour différents types d'aliments qui sont adaptés là, à l'insuffisance rénale. Vous avez aussi beaucoup d'informations sur le site npkd.ca. C'est sur ce site que vous allez retrouver aussi les fascicules pour l'amour de vos reins ou Love Your Kidney en anglais. Et je vous invite à consulter aussi la bibliothèque iucpq.qc.ca. Donc, c'est l'endroit où je travaille et tous mes documents d'enseignement euh, pour la néphrologie, des documents à jour sont disponibles directement pour tous les patients, tous les professionnels de la santé. Donc, que ce soit des documents sur le potassium, le phosphore, la maladie rénale polykystique, le sodium, l'assiette santé, les calculs rénaux. Donc, vous allez trouver vraiment une mine d'or de documents pour vous aider justement là, en fonction de vos différents besoins. Et je vous ai mis aussi l'image de la toute nouvelle édition de mon livre Santé rénale, 21 jours de menu, qui est encore là, contient toutes les informations à jour sur les recommandations en santé rénale. Donc, vous allez avoir plus d'informations aussi concernant, par exemple, les nouveautés pour le potassium et le phosphore. Et sur le site de la bibliothèque, vous allez aussi retrouver mon assiette santé rénale. Donc, c'est une assiette que j'aime beaucoup utiliser pour faire l'enseignement aux patients parce que sur un recto verso, on a vraiment toutes les recommandations pour améliorer la santé rénale. Donc, je serais maintenant prête à prendre des questions si vous en avez. Je vais vous laisser ma petite assiette. OK, parfait. Ben, merci infiniment pour toutes les informations et je voudrais dire aux participants que Roxane est nutritionniste clinicienne en néphrologie à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec depuis près de 20 ans. Elle est chargée du cours pour le baccalauréat en nutrition clinique et le doctorat en pharmacie à l'Université de Laval. Elle est la présidente du RNNQ, qui est le regroupement des nutritionnistes en néphrologie du Québec. Et je te félicite, Roxane. Et euh, comme tu as mentionné, ton livre Santé rénale est fabuleux, fantastique. J'en ai une copie, donc euh, je vous le conseille à tous de, de l'avoir aussi. Merci. Maintenant, on va passer à des questions. Alors, la première question que je vois ici, est-ce que les œufs sont des protéines animales un peu mieux que la viande rouge ou blanche?
Oui, ben, je suis vraiment contente de cette question-là parce qu'effectivement, lorsqu'on essaie de limiter les protéines en général et de limiter les protéines animales, l'œuf devient un substitut qui est vraiment très intéressant. Donc oui, l'œuf est moins pire que la chair animale. J'appelle ça la chair animale, dans la chair de la viande, poisson, pour plusieurs raisons. En fait, c'est surtout que la teneur en protéines animales est plus faible. Donc, dans un petit jeu de cartes, un petit 3 onces, 100 grammes de poulet, on a l'équivalent de presque 25 grammes de protéines, alors que dans un œuf, on a 7 grammes de protéines. Et pour vous donner une idée, les besoins quotidiens en protéines en fonction des recommandations nutritionnelles, les apports nutritionnels de référence, ça varie entre 50 et 75 là, en fonction, grammes par jour en fonction du poids de la personne. Donc, c'est évident que si on prend beaucoup de protéines animales sous forme de viande, de poulet, de poisson, rapidement, on vient dépasser nos besoins en protéines et surcharger nos reins. Donc, l'œuf est un bon substitut. Donc, ça peut être des recettes, justement, une petite omelette aux légumes, une sandwich aux œufs, justement. Donc, l'œuf est vraiment intéressant. L'œuf est dommageable seulement si on l'accompagne de bacon, de saucisses ou de gras saturés. Donc, à lui seul, c'est un aliment qui est très intéressant. Donc, Roxane, si vous souhaitez répondre à une des questions qu'on vous a envoyées, n'hésitez pas. Oui, les questions qu'on me pose le plus souvent. Donc, je pense que j'ai bien parlé des recommandations par rapport au potassium. Donc, je veux que ce soit clair qu'il n'y a pas de limite de potassium à consommer par jour comme autrefois. C'est vraiment pour le potassium de choisir des bonnes sources de potassium, un petit peu comme on choisit des bonnes sources de protéines. Pour ce qui est des liquides, on a souvent la question, oui, il faut boire beaucoup, mais quand les reins fonctionnent moins bien, est-ce qu'on doit limiter les liquides? Règle générale, on doit boire beaucoup d'eau en protection des reins et même en insuffisance rénale. On doit limiter la quantité d'eau au moment où on commence à avoir la présence de rétention d'eau ou d'édème ou besoin justement de diurétiques pour éliminer l'eau. Mais la restriction est rarement sévère. On va jamais en bas d'un litre et demi de liquide. En maladie rénale polycystique, on essaie de boire le plus possible tant qu'on peut, tant qu'on n'a pas une recommandation de la part d'un médecin ou d'un professionnel de la santé de réduire la quantité. Donc, règle générale, on boit de l'eau. Si on a besoin d'une restriction, nos médecins vont nous le dire. Je pense qu'il y a une autre question. Non? Euh, une des questions dans le chat, est-ce que la banane qui est riche en potassium est tout de même OK pour les patients souffrant de MPR? Oui, tout à fait. Donc, c'est le meilleur exemple. La banane, c'est un aliment qui est non transformé, donc un potassium de source végétale. Donc, la banane n'est pas à éliminer lorsqu'on a de l'insuffisance rénale, contrairement à ce qu'on croyait autrefois. Ça fait assez longtemps que je pratique pour avoir connu les anciennes recommandations. Donc, on va vraiment éviter les jus de fruits parce que lorsqu'on prend un jus, on brise toutes les cellules végétales et on libère tout le potassium. Donc, ça devient du potassium très absorbé. Donc, les jus de fruits, les jus de légumes ou les fruits transformés. Donc, là, ça va être à surveiller si on a trop de potassium. On fait jamais de restriction au potassium en prévention. Ça, c'est vraiment non recommandé parce que le principal problème avec la maladie rénale polycystique, c'est l'hypertension et le potassium aide beaucoup au contrôle de l'hypertension. Euh, une autre question. J'ai découvert Egg Life pour remplacer les wraps. Qu'en pensez-vous?
Je connais pas le Egg Life, ça me dit rien. Faudrait me dire qu'est-ce que c'est, là. Je connais pas du tout les produits. Je peux t'avouer que moi, rendu un moment avant ma greffe que je pouvais pas manger beaucoup, les œufs, c'est ce qui m'a tenu debout. Les Ouais, œufs, une demi-banane de temps en oui. temps, si je pouvais les tenir avec beaucoup d'eau et quand t'en as parlé, ça m'a rappelé l'an dernier, comment que ça allait? Euh, euh, OK. Oh, la personne qui a posé la question sur Egg Life, savez-vous qu'est-ce que ça contient? Êtes-vous au courant de qu'est-ce que ça contient? Faudrait voir ça. Oui, souvent, je connais pas du tout le Egg Live, mais ce que je peux dire aussi comme recommandation, c'est qu'il faut faire attention lorsqu'on tombe dans les substituts de, OK? Par exemple, on sait qu'il faut pas consommer trop de produits laitiers à cause des protéines, du phosphore, mais parfois, si on se tourne vers les substituts de produits laitiers, comme du yogourt végétal, du fromage, qui est le faux fromage, des choses comme ça, ben parfois ça peut être encore plus nocif parce que ça peut être des produits comme les fromages qui ont énormément de sodium, qui peuvent avoir des additifs également. Même chose pour les yogourts végétaux. Donc la plupart que j'ai vus à l'épicerie avaient des additifs de phosphate carrément. Donc oui, on peut essayer de prendre un yogourt végétal, mais il faut lire les ingrédients et s'assurer qu'il n'y a pas d'additifs de phosphate à l'intérieur. Même chose pour la boisson végétale. Certains ont du phosphate tricalcique, d'autres ont du carbonate de calcium. Donc, vraiment, lorsqu'on prend des substituts, il faut s'assurer que ça demeure un aliment qui est peu transformé avec le moins d'ingrédients possible. Même chose pour les fausses viandes. Hein? On sait que les fausses viandes, la majorité ont énormément de sodium et beaucoup d'additifs alimentaires. Et juste pour mentionner, le Egg Life, c'est un produit qui contient des blancs d'œufs, gomme de xanthane, sel de mer, et c'est 120 milligrammes par wrap. Arôme naturel, Nizim. Donc, ce que je comprends, dans le fond, c'est un wrap fait à base d'œufs. Donc, à ce moment-là, ça serait comme la protéine. Donc, j'imagine qu'on met des légumes à l'intérieur ou je sais pas trop. Euh, on sait qu'à chaque repas, ça prend une petite protéine, plus souvent végétale, moins animale. Ça prend 50% de légumes. Donc, c'est la base des repas, les légumes. Et ça prend des grains entiers pour aller chercher justement les fibres. Donc, peu importe ce qu'on va choisir, ça prend idéalement les trois pour l'équilibre en termes de vitamines, minéraux, des macronutriments, mais aussi pour l'énergie. Par exemple, un repas qui n'aurait pas du tout de protéines, ben à ce moment-là, ça ne sera pas soutenant du tout. Un repas qui n'aura pas du tout de glucides, de grains entiers, ben à ce moment-là, on va avoir une baisse d'énergie, souvent une rage de sucre plus tard en journée. Donc, les trois éléments sont vraiment importants dans l'assiette en respectant, bien sûr, là, les proportions. OK. Et ici, une question. L'autre question, est-ce que le chocolat est recommandé? Le chocolat noir de préférence, j'imagine. Oui, le chocolat noir, oui, je trouve que c'est très intéressant justement quand on a envie d'une petite sucrerie. Si vous regardez le vrai chocolat noir là, qu'on achète, va avoir souvent là 6-7 grammes de sucre seulement, riche en fibres, riche en fer. Donc, il faut juste faire attention parce que parfois on va avoir la mention chocolat noir, mais ça peut être seulement 50% cacao. Et lorsqu'on regarde la teneur en sucre, il va y avoir 22-24 grammes de sucre, là. Donc, c'est vraiment là, regarder en arrière l'étiquette pour le chocolat noir. Un bon chocolat noir va avoir habituellement en bas de 10 grammes de sucre, beaucoup de fibres et beaucoup de fer. Donc, ceux qui sont 70% ou 90% j'en ai vu de différents Ouais. pourcentages.
plus le pourcentage est haut, plus Oui, c'est oui, mieux. tout à fait. C'est sûr que souvent dans le 80-85, habituellement, ce sont pratiquement tous des bons choix. C'est dans le 70% où là, on peut avoir du 70 très sucré ou du 70 pas très sucré. Donc, c'est plus dans ces chocolats-là qu'il faut vérifier là, si on veut vraiment avoir un bon ingrédient, des bons ingrédients là. Mm. Mais ça reste quelque chose qui habituellement on prend en plus petite quantité des chocolats noirs. Souvent, on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup pour avoir la satisfaction d'avoir mangé du chocolat. Et on m'a posé la question aujourd'hui même, euh, le choix entre les protéines. Si on va à un endroit et il y a un choix entre poulet, le porc ou la viande rouge, mais on sait tous que la viande rouge, Ouais. euh, Oui, qu'est-ce que en termes de quantité de protéines, ça se ressemble tous. Donc, la portion doit être limitée, peu importe. Mais c'est sûr qu'en termes de qualité, dans le sens, par exemple, le type de gras à l'intérieur de la protéine, mais c'est sûr que la volaille et le poisson sont préférables de loin à la viande et surtout la viande rouge. Donc, si on décide de manger 3 fois par semaine, par exemple, des protéines végétales, ben, on pourrait prioriser évidemment pas végétal, les protéines animales. On pourrait prioriser, par exemple, la volaille, le poisson ou les viandes blanches, là. Mais c'est sûr que peu importe d'où on part, il y a des gens qui prennent de la viande rouge 4 fois par semaine. Ben, souvent, l'objectif, ça va être de diminuer à 1 fois par semaine. Ceux qui en prennent moins souvent, ben, ils vont peut-être avoir un objectif d'en prendre 1 fois par mois. Donc, c'est vraiment d'individualiser nos cibles là, au niveau alimentaire. Et sur le poisson, le meilleur des poissons, ce serait le poisson blanc comme le mollu ou bien l'aigle fin, En comparé. fait, le poisson plus gras est intéressant pour sa teneur en oméga 3. Le poisson blanc, souvent, va être un peu plus faible en phosphore. Mais de toute façon, si on respecte bien les portions recommandées en termes de protéines, on n'a pas à s'inquiéter par rapport au phosphore. Le problème, ça va être vraiment si on prend des grosses portions de poisson, parce que des gens pensent qu'ils peuvent prendre plus de poisson que de viande, mais ça demeure la même portion. Ou les gens qui vont prendre des poissons assaisonnés, des poissons surgelés, des poissons qui sont déjà transformés, ben là, à ce moment-là, il faut vraiment éviter. Mais sinon, on y va vraiment avec nos goûts, avec ce qui est en spécial à l'épicerie. Donc, les gens qui aiment juste le poisson blanc, c'est parfait. Les gens qui aiment juste le poisson plus gras, ben à ce moment-là, c'est un bon choix aussi. OK, alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais juste regarder dans le chat. Non, il n'y a pas. Et QA, non, il n'y en a pas de questions. Bon. Roxane, il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Je te remercie infiniment pour cette présentation très informative et je te souhaite bonne chance. Je sais que tu es très impliqué dans le domaine de la santé. Tu es également membre du comité scientifique de devenir, un groupe multidisciplinaire en néphrologie et du comité d'experts en santé rénale associé au ministère de la Santé. Et pour ça, j'apprécie beaucoup. Moi aussi, j'étais greffée l'an dernier, le 29 août, et je comprends quand tu dis ta sœur dans sa situation qu'elle était. Je lui souhaite bonne santé. Je te souhaite des beaux fêtes et merci infiniment pour ton aide. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et on se revoit à la prochaine fois. N'oubliez pas qu'il va être disponible sur notre chaîne YouTube et si vous avez toujours des questions, vous pouvez envoyer des questions à fini.la.mpa.ca, FINIELA
Merci à tous. Bonne Et soirée. surveillez la sortie du petit livret pour l'amour de vos reins prochainement. Oui, s'il vous plaît, n'oubliez pas, pour l'amour de vos reins. Merci. Bye bye.